Tout le monde sait comment Korolev est sorti des camps pour envoyer un homme dans l'espace. Tout le monde sait comment Tupolev est sorti d'une charachka pour devenir académicien. Mais tous les destins n'ont pas été aussi cléments. Derrière chacun d'eux se tenaient des dizaines d'autres hommes. Ceux qu'on a fusillés une semaine avant les essais de leurs propres armes. Ceux dont les inventions ont été volées par des délateurs. Ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout de l'œuvre de leur vie. Voici les 15 principaux concepteurs de l'Union soviétique et ce que le système leur a fait subir. Dimitri Pavlovitch Grigorovitch a construit les premiers hydravions de combat russes, ceux-là même sur lesquels le pays s'est battu pendant toute la Première Guerre mondiale. À la fin des années 1920, il était une légende vivante de l'aviation nationale. Le 1er septembre 1928, il fut arrêté directement dans son bureau. L'accusation était le sabotage économique. Le collège de la direction politique d'État unifié le condamna à 10 ans de camp. Il ne se retrouva pourtant jamais en camp. On l'enferma plutôt à la prison de Butyrka et on le plaça à la tête d'une charachka, un bureau d'études pénitentiaires tout juste créé. La mission était de concevoir un nouveau chasseur dans les plus brefs délais. Grigorovitch le créa en collaboration avec Polikarpov, qui allait bientôt le rejoindre au même endroit. Le chasseur I-5 fut prêt en avril 1930, entre les murs mêmes de Butyrka. En 1931, Grigorovitch fut libéré. Il reprit son travail, enseigna à l'Institut d'aviation de Moscou et continua à construire des avions. Il mourut en 1938 d'un cancer, l'un des rares de cette liste que le système a broyé sans le tuer. Valentin Petrovitch Glouchko recevait des lettres de Tsiolkovsky dès l'âge de 15 ans. Sans diplôme universitaire, mais formé au violon dans un conservatoire, il devint le fondateur de la construction soviétique de moteurs fusées à propergol liquide. Le 23 mars 1938, il fut arrêté. Dès le premier interrogatoire, on le soumit au convoyeur, une méthode qui consistait à rester debout des jours entiers sans sommeil face à des enquêteurs qui se relayaient. Sous la torture, il signa des dépositions où figurait le nom de Korolev. Certains historiens estiment que ces dépositions ont servi de base à l'arrestation de Korolev. D'autres, dont le fils de Glouchko, Alexandre, affirment après avoir étudié les archives que le nom de Glouchko n'apparaît pas dans la décision d'arrestation de Korolev et que son père n'a joué aucun rôle dans cette arrestation. Ce qui s'est réellement passé lors de ces interrogatoires reste inconnu à ce jour. Glouchko fut condamné à 8 ans et se retrouva dans une charachka. En 1942, Korolev y fut transféré pour travailler sous sa direction. Après leur libération, ils ont bâti ensemble pendant des décennies le programme spatial soviétique. Et pendant tout ce temps, leurs relations sont restées ouvertement hostiles. La guerre personnelle entre les deux principaux concepteurs a, selon leurs contemporains, causé à la cosmonautique soviétique un préjudice au moins aussi grand que les répressions elles-mêmes. Nikolai Nikolaïevitch Polikarpov est arrivé dans l'aviation par l'intermédiaire de Sikorsky, avec qui il travaillait déjà avant la Révolution. À la fin des années 1920, il créa l'U-2, le meilleur avion école du pays, ainsi que l'avion de reconnaissance R-5. En octobre 1929, il fut arrêté sous l'accusation habituelle d'appartenance à une organisation contre-révolutionnaire de sabotage. L'instruction dura moins d'1 mois. La sentence, prononcée sans procès, fut la peine capitale. Pendant plus de 2 mois, Polikarpov attendit son exécution dans une cellule de condamnés à mort. On le transféra ensuite dans la même charachka que Grigorovitch. Ensemble, ils réalisèrent l'I-5. En 1931, l'avion fut présenté à Staline, à Voroshilov et à Ordzhonikidze, piloté par Tchkalov. La démonstration fut un succès. La peine fut d'abord commuée en 10 ans de camp, puis en peine avec sursis. Polikarpov fut libéré, mais son dossier ne fut jamais classé. Pendant toute la décennie suivante, Polikarpov resta un condamné à une peine avec sursis, à la fois député du Soviet suprême et héros du travail socialiste. Un homme qu'on pouvait fusiller à tout moment sans nouveau procès,
puisque le premier avait déjà eu lieu. En 1939, pendant qu'il se trouvait en déplacement en Allemagne, ses meilleurs ingénieurs et son projet principal furent discrètement transférés à un nouveau bureau d'études, celui de Mikoyan. C'est ainsi que naquit le MiG. Polikarpov mourut en 1944 d'un cancer. Son dossier ne fut classé qu'en 1956, 12 ans après sa mort. Iosif Grigorievitch Neman a commencé sa carrière au bureau d'études de Kalinin, celui-là même qui sera fusillé plus tard. En 1932, sous sa direction, fut créé le premier avion de ligne rapide d'Europe à train d'atterrissage rétractable, le tout premier avion de l'Institut d'aviation de Kharkov. Les militaires s'en emparèrent aussitôt et le transformèrent en avion de reconnaissance R-10. En décembre 1938, Neman fut arrêté et se retrouva au bureau d'études spéciales numéro 29, la même charachka de Tupolev où avaient séjourné à différentes époques Petliakov, Myazitchev et Bartini. Il y travailla sur le P2 et le Tu-2. En juillet 1941, il fut libéré par anticipation. Il reprit son travail, enseigna et continua à concevoir des avions. En novembre 1952, la soutenance de sa thèse de doctorat était prévue. Le 18 novembre 1952, Neman mourut d'une leucémie. Il fut réhabilité en 1955, 3 ans après sa mort. Il n'a jamais soutenu sa thèse de doctorat. Roberto Oros di Bartini était un aristocrate italien, entré au Parti communiste, qui avait fui Mussolini pour se réfugier en Union soviétique en 1923. Ses collègues soviétiques l'appelaient simplement Robert Ludwigovitch. Un concepteur dont les idées étaient si en avance que Korolev disait de lui qu'il avait devancé son époque d'une 50aine d'années. En 1938, Bartini fut arrêté. Un communiste italien dans une prison soviétique de cette année-là, cela sonnait déjà comme une condamnation en soi. 10 ans de détention, puis un travail sous surveillance. Il fut libéré, mais jamais réhabilité. À 70 ans, alors qu'il était déjà un vieil homme, il obtint enfin sa chance. Le projet d'un hydravion amphibie à décollage vertical, le VVA-14 ou Zmei Gorinich. 14 moteurs, décollage depuis l'eau comme depuis la terre. Il appelait cet appareil son chant du cygne. Le premier vol eut lieu en 1972. Bartini mourut en décembre 1974, avant la fin des essais. L'unique exemplaire survivant du VVA-14 se trouve aujourd'hui à Monino, flotteur détaché et toit effondré. Personne ne le restaure. Vladimir Mikhailovitch Petliakov avait créé dès 1937 le TB-7, la forteresse volante soviétique, un bombardier lourd capable d'atteindre n'importe quel point de l'Europe. En novembre 1937, il fut arrêté sous l'accusation de sabotage et transféré au bureau d'études spéciales numéro 29, la même Karachka de Tupolev, où se retrouverait bientôt Tupolev lui-même. Beria fixa personnellement la mission, concevoir un bombardier en piqué dans les plus brefs délais. Petliakov créa le P2. Lorsque l'avion entra en production en série, lui et tout son groupe furent libérés en juillet 1940. Le P2 devint le bombardier de première ligne le plus produit de la guerre. Plus de 11 000 exemplaires furent construits. Le 12 janvier 1942, Petliakov périt dans un accident d'avion. L'appareil avait décollé de Kazan à destination de Moscou et s'écrasa dans la région de Gorky, près de la gare de Kamkino. Un incendie de moteur s'était déclaré à bord et l'avion avait perdu tout contrôle. Les circonstances exactes n'ont jamais été officiellement révélées. Vladimir Ivanovitch Bekaouri a commencé par fabriquer des coffres-forts. L'un de ces coffres-forts parvint jusqu'à Lénine, qui en fut satisfait et fit appeler l'artisan. Bekaouri affirma qu'il pouvait fabriquer une mine commandée à distance. En 1921, sur ordre du gouvernement, on créa spécialement pour lui l'Ostek Bureau, le bureau technique spécial. 500 personnes y étaient employées. Mines radiocommandées, torpilles télécommandées, chars dirigés à distance.
un obusier de 305 mm monté sur automobile, un canon de 152 mm monté sur une vedette lance-torpille. En 1929, les mines radiocommandées du système BEMI furent déclenchées sur commande à une distance de 600 km. Le 8 septembre 1937, Bekaouri fut arrêté. Le 8 février 1938, il fut fusillé. Les historiens débattent encore aujourd'hui. Était-il un inventeur de génie ou un brillant mystificateur qui avait soutiré à l'État d'immenses sommes pour des projets qui ne fonctionnèrent jamais au combat? Sous la torture, il avoua lui-même qu'il avait berné tout le monde. Ce qu'il en est réellement, on ne le saura jamais. Yakov Grigorievitch Tobin s'inscrivit à l'Institut de technologie du grain et de la farine d'Odessa, n'obtint pas son diplôme et abandonna tout pour poursuivre son rêve de créer un lance-grenades automatique. En 1935, il le créa, le premier lance-grenades automatique d'infanterie au monde. Le commandement de l'armée le rejeta, jugé trop complexe, préférant un simple mortier. Ce même mortier, soi-disant simple, se montra si mauvais dès les premiers mois de la guerre qu'il fut retiré du service. Tobin continua pendant tout ce temps à travailler sur des canons, des mitrailleuses, de nouveaux systèmes. Le 20 mai 1940, il reçut l'ordre de Lénine pour la mise au point réussie de nouveaux modèles d'armement. Exactement un an plus tard, le 16 mai 1941, il fut arrêté. Le pays était déjà en guerre. Le 28 octobre 1941, Yakov Tobin fut fusillé sans procès dans le village de Barbich, près de Kouibychev. Le lance-grenades automatique reviendra dans l'armée soviétique en 1971. Il portera le nom de Flamme et sera créé dans le même bureau d'études que celui fondé par Tobin. Konstantin Alexeyevitch Kalinin avait volé sur des Farman pendant la Première Guerre mondiale et avait lui-même bombardé des ponts. Dès 1926, il créa les premiers avions de ligne soviétiques produits en série qui chassèrent les appareils étrangers des lignes intérieures. Sikorsky l'invita à 2 reprises à venir en Amérique, conscient que de tels concepteurs étaient rares. Kalinin refusa d'y aller. En prison, après son arrestation, il continua à dessiner. Il conçut l'esquisse d'un nouvel avion, le K-15, à aile triangulaire. Le 1er avril 1938, il fut arrêté à Voronej. L'audience du collège militaire de la Cour suprême dura 10 minutes, sans avocat et sans témoin. Le 22 octobre 1938, Kalinin fut condamné à mort et fusillé le jour même dans les caves de la prison de Voronej. Aucun de ces avions n'a été conservé. Le lieu de son exécution demeure inconnu à ce jour. Firsov Afanassi Osipovitch avait étudié en Suisse et travaillé comme ingénieur diesel à l'usine Sulzer de Zurich. Lorsque la guerre éclata en 1914, il revint en Russie, bien qu'on lui eût proposé la nationalité et de bons salaires. En 1931, on le plaça à la tête du bureau d'études des chars de l'usine de Kharkov, directement depuis la détention où il avait été placé 1 an plus tôt sous l'accusation de sabotage. Sous sa direction furent créés le BT-5 et le BT-7, base de la puissance blindée soviétique des années 1930. À la fin de 1935, les esquisses détaillées d'un char fondamentalement nouveau se trouvaient déjà sur le bureau de Firsov. Un blindage résistant aux obus incliné à grand angle, un canon à long tube et un moteur diesel. Ce sont précisément ces esquisses qui serviront de base au T-34. Lorsqu'à l'été 1936, 687 chars BT-7 aux boîtes de vitesse défectueuses furent livrés aux troupes, on les qualifia aussitôt de chars saboteurs. Le 14 mars 1937, Firsov fut arrêté. Avant son arrestation, il avait eu le temps de présenter en personne tous ses projets au nouveau concepteur en chef, Mikhail Kochkine, pressé qu'il était, comprenant que le temps lui manquait. Le 10 décembre 1937, Firsov fut fusillé. Il disparut en prison. Le T-34 est entré dans l'histoire comme le char de Kochkine. Le nom de Firsov ne fut mentionné dans les livres soviétiques qu'à la toute fin des années 80. Konstantin Fyodorovitch Tchelpan était le fils d'un paysan d'un village grec près de Marioupol. Il fit des études d'ingénieur et effectua des stages en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni.
En 1928, il prit la tête du département diesel de l'usine de locomotives de Kharkov. Sous sa direction fut créé le moteur V2, un diesel de char en aluminium d'une puissance de 500 chevaux. C'est précisément ce moteur qui équipera le T-34. En 1935, Tchelpan reçut l'ordre de Lénine et le titre d'ingénieur en chef. Le 3 décembre 1937, son père fut fusillé à Kharkov. 12 jours plus tard, le 15 décembre, il fut lui-même arrêté, dans le cadre de l'affaire dite du complot grec. Le 11 mars 1938, Konstantin Tchelpan fut fusillé dans la prison de Kharkov. On annonça à sa femme qu'il était mort d'une crise cardiaque. Elle n'apprit la vérité que 4 ans plus tard. Le T-34, équipé du moteur V2, entra en production en série en 1940. Tchelpan ne le vit jamais. Ivan Terentievitch Kleimenov fut arrêté la même nuit que Langemak, le 2 novembre 1937. Directeur de l'Institut scientifique de recherche à réaction, il fut l'un des organisateurs de tout le programme spatial soviétique. Sans lui, il n'y aurait pas eu la structure au sein de laquelle travaillaient Langemak, Glouchko et le jeune Korolev. Il fut fusillé un jour avant Langemak, le 10 janvier 1938. Le procès-verbal de son interrogatoire est daté du 14 décembre 1937, mais selon le registre, aucun interrogatoire n'eut lieu ce jour-là. Le nom de Kleimenov disparut totalement de l'histoire de la technique des fusées. Il fut réhabilité à titre posthume en 1955. Il devint héros du travail socialiste, également à titre posthume, en 1991. Georgi Erikovitch Langemak est arrivé au domaine des fusées par la philologie japonaise. Il s'était inscrit à la faculté de philologie de l'université de Petrograd avant d'abandonner ses études pour se consacrer aux fusées. C'est lui qui introduisit dans le vocabulaire scientifique le mot même de cosmonautique. Dès 1937, Langemak, ingénieur en chef de l'Institut scientifique de recherche à réaction, avait pratiquement achevé la mise au point d'obus fusées de calibre 82 et 132 mm, ceux-là même qui deviendraient plus tard les munitions de la Katyusha. Au début de cette même année 1937, lui et le directeur de l'Institut, Kleimenov, furent proposés pour des distinctions gouvernementales. Le 2 novembre 1937, ils furent arrêtés tous les deux. Langemak fut accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Un nom de famille allemand, en 1937, valait déjà condamnation. Langemak résista 12 jours, puis céda. Le 11 janvier 1938, il fut fusillé. Tout l'acte d'accusation reposait sur un unique procès-verbal d'interrogatoire. La gloire de créateur de la Katyusha revint au chef de service Andrei Kostikov, celui-là même qui avait rédigé les dénonciations. Kostikov devint héros du travail socialiste et lauréat du prix Staline. Langemak fut réhabilité en 1955. Il fut fait héros du travail socialiste à titre posthume en 1991, alors que l'Union soviétique avait presque cessé d'exister. Pavel Nikolaïevitch Syatchintov avait créé au milieu des années 30 le canon de char de 76 mm le plus puissant au monde et concevait les premiers canons automoteurs lourds soviétiques, les SOU-14. Dans la nuit du Nouvel An, entre 36 et 37, alors que tout le pays fêtait le Nouvel An, des agents de la sécurité d'État vinrent chez lui et procédèrent à son arrestation. L'accusation portait sur le sabotage, l'espionnage et la sape de l'industrie d'État. Le 5 mai 1937, le tribunal le condamna à la peine capitale. La sentence fut exécutée le lendemain. Or, en février de cette même année 1937, alors que Syatchintov était déjà en prison, ces canons automoteurs équipés des pièces BR2 réussirent leurs essais. Les militaires étaient enthousiastes. Ils prévoyaient une production en série. Le concepteur qui avait rendu cela possible n'était déjà plus en vie. Leonid Vassilievitch Kourtchevski a mis au point des canons dynamo-réactifs sans recul, une arme censée transformer toute l'artillerie soviétique. Son protecteur était le maréchal Toukachevski, l'un des militaires les plus influents du pays.
Sous son aile, Kourtchevski créa plusieurs dizaines de types de canons de calibre 37 à 420 mm pour l'aviation, la marine, les chars et l'artillerie de montagne. Des canons de 305 mm sur un destroyer de 1400 tonnes de déplacement, un canon de 152 mm sur une vedette lance-torpille. Le 15 juin 1937, Tukhachevski fut fusillé comme conspirateur. 3 jours plus tard, Kourtchevski fut arrêté. L'accusation ? Avoir créé des armements sans avenir sur ordre d'un ennemi du peuple. Le 25 novembre 1937, le collège militaire de la Cour suprême le condamna à mort. La sentence fut exécutée le lendemain. Tous les canons de Kourtchevski furent retirés du service. La documentation fut détruite. L'Union soviétique renonça pendant des décennies à l'artillerie sans recul. Voici les 15 principaux concepteurs de l'Union soviétique et ce que le système leur a fait subir. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide à faire sortir de nouvelles vidéos.